Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Marilyn Mode d'Emploi. Cette semaine, je vous invite à découvrir Dénoué. Cette jeune marque incarne l'alliance parfaite entre travail artisanal, esthétisme et fonctionnalité, loin des rythmes effrénés de la fast fashion et de la surconsommation. Hélène, la créatrice de la marque, conçoit des accessoires en coton 100% recyclé et les confectionne sur commande à Paris. Pensés pour être pratiques et minimalistes, ces accessoires ajoutent une touche de caractère à toutes les tenues. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Hélène pour discuter ensemble de son parcours, de ses inspirations, mais également de ses projets futurs. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à découvrir Hélène avec moi. Salut! Coucou! Ça va Marilyn? Super bien, et toi Hélène? Ouais, ça va. Bah écoute, bienvenue chez moi. Bah écoute, merci de m'accueillir, je suis trop contente. Oui, moi aussi, je t'en prie. Hélène, tu es la créatrice de la marque Dénoué, qui est une marque que tu as fondée il y a 2 ans. Tu fais principalement des accessoires et des sacs en coton 100% recyclé et 100% fait à la main. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à la mode et ce qui t'a donné envie de te lancer? Déjà, merci. Avec plaisir. Moi, je suis fan. Mon rapport à la mode, je dirais que pour moi, j'ai toujours vu ça comme plus une manière d'exprimer sa personnalité, sa créativité, que tout ce qui peut être, enfin le côté un peu élitiste et un peu presque clivant, j'ai envie de dire, de la mode et du monde des créateurs. Ouais. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a motivée à lancer ma marque, c'est que j'avais envie de pouvoir apporter ça en fait aux gens. De pouvoir affirmer peut-être ton identité d'une certaine Exactement. manière et proposer aux gens de pouvoir affirmer la leur à travers tes créas. C'est ça. Et puis avec ce côté aussi, parce que je disais que j'aimais pas trop le côté peut-être un peu trop élitiste, avec cette volonté aussi d'accessibilité en fait. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ce jour où tu t'es dit aujourd'hui, c'est bon, je lance Dénoué, c'est comme ça et pas autrement? À la fin de mes études, j'avais lancé un blog, un peu mode, lifestyle, où je partageais d'ailleurs pas mal de look vintage à l'époque. J'ai commencé aussi à partager un peu ce que je faisais. Et en fait, j'ai commencé Dénoué, qui s'appelait pas Dénoué à l'époque. Le premier modèle de sac, il est basé sur l'art du macramé. Et le macramé, de base, c'est beaucoup des objets décoratifs, des suspensions pour plantes. Et j'ai commencé un peu comme ça. Ce que tu fais toujours d'ailleurs. Ce que je fais un peu toujours, exactement. À l'époque, j'étais encore salariée, donc c'était vraiment un truc à côté. Et puis, j'ai commencé à en vendre un petit peu. Et puis, en fait, je me souviens qu'en 2020, c'est le moment où j'ai quitté mon entreprise, donc en plus au moment du déconfinement, donc il y avait tout un mood un peu... pour moi, ça représentait vraiment une année de libération totale sur plein d'aspects de ma vie. Et je me souviens que j'ai vendu pour la première fois une très grosse pièce de plus d'1 mètre sur 1 mètre, puisque j'avais commencé aussi à faire ça. D'accord. Et je l'ai un peu vu comme un signe de « Ok, tu peux vivre de ta création, il y a des choses à faire ». À ce moment-là, j'avais commencé un peu à faire des sacs pour moi, mais c'était pas forcément un projet encore en soi, enfin en tout cas très clair dans ma tête. Et puis voilà, je pense que c'est 1 an plus tard, c'est fin 2021, où je me suis dit ce serait cool de voir ce que ça donne. Et donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois le petit modèle de sac que j'ai voulu proposer en 4 ou 5 coloris. Et voilà, ça a été un truc un peu finalement qui s'est fait de manière naturelle. Et sans que tu le planifies vraiment en disant ok, bah là en fait je décide de lancer ma marque. Et tout s'est fait de manière assez organique, c'est-à-dire que j'ai proposé cette mini collection de sacs et en fait j'ai eu des très bons retours et du coup je me suis dit ok, bah on continue. Et en fait de fil en aiguille, voilà, il y a eu tout un truc assez vertueux qui s'est passé la première année du coup 2022 où j'ai un peu des potes influenceurs qui m'en ont acheté. Voilà, il y a eu un truc de visibilité de fil en aiguille, plein de gens qui de bouche à oreille aussi. Et puis finalement, en fait, t'as eu pas mal de commandes, quoi. C'est ça. Ça m'a donné la force et je me suis dit, ok, j'ai lancé après des modèles aussi pour hommes. Enfin voilà, il y a eu tout un truc assez cool. Trop bien. Et voilà, ça fait 2 ans déjà. Et du coup, ton savoir-faire, comment est-ce que tu l'as acquis? Autodidacte, toute seule? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis, je sais pas, de ta famille, tes parents, tes grands-parents? Je dirais principalement toute seule. Après, c'est vrai que je me souviens plus jeune que je demandais un peu à ma mère qu'elle me montre le crochet, même le tricot. Donc j'avais déjà fait, mais pareil pour moi, des écharpes, des trucs assez simples, des bonnets.
Et nous, j'ai principalement appris toute seule. Le macramé, c'est vrai que c'est une des disciplines qui est quand même très connue sur le côté do-it-yourself. Ouais. Donc, ça regorge de Vidéos en matières, tout genre, de vidéos sur le pour web. pouvoir apprendre seul. Exactement. Et après, ce qui est cool, c'est que ça te permet vraiment de laisser libre cours à ta créativité. Donc voilà, et c'est vrai qu'avec les années, j'en ai tellement fait que après, tu maintenant, prends confiance, ça devient un truc. Maintenant, et ça puis, devient tu presque travailles, automatique. tu connais exactement. Ouais. Et le crochet, c'est encore une autre technique. Ça reste des disciplines qui restent accessibles. Et encore une fois, c'est plus une question de volonté, de patience, d'envie. Et après, on peut, puis de créativité. Que là, du coup, sur les sacs, on est sur du crochet. Ceux-là, c'est du crochet et les autres modèles, le premier modèle, c'est du macramé. Ok. Voilà. Et donc, la différence entre les deux? Alors, la différence, c'est que le crochet, donc, tu as un outil, tu vas dérouler une pelote, donc c'est juste un fil que tu déroules et que tu vas crocheter au fur et à mesure. Okay. Ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est que je n'ai pas du tout de perte de fil. Contrairement au macramé, où c'est complètement différent. C'est un autre temps passé et je fais plus de finition. Et plus de préparation aussi parce que c'est quelque chose qu'on va travailler de haut en bas. Et donc, ça implique déjà tout un travail de découpe. C'est-à-dire qu'il faut que je découpe des fils au préalable, donc déjà qu'ils soient à la bonne longueur, ni trop courts ni trop longs. Parce que s'ils sont trop courts, en fait, t'es mal à la fin. Tu peux pas aller au bout. Et si c'est trop long, t'as une perte de fil. Et c'est comme ça se travaille, du coup, presque comme un métier à tisser. En fait, à la fin, j'ai toujours, il faut toujours que j'ai au moins ça on va dire, de marge. Et comme si j'ai, on va dire, imagine, j'ai 15 fils, ça fait 15 fois cette longueur-là. Donc, c'est vrai en fait, c'est une perte de matière qui est quand même assez considérable. Exactement. Et que tu n'as pas avec le crochet fini. Et voilà, mais après, c'est vrai que ça donne des rendus visuellement qui sont assez différents aussi, donc j'aime bien. C'est important pour toi de préserver cet aspect traditionnel dans tes créations? J'aime bien cette idée de revenir justement à cette espèce de savoir-faire un peu ancien. Finalement étaient un peu des techniques de nos grands-mères, dans un monde où aujourd'hui tout va super vite, où on est dans l'ère de la fast fashion à fond, de la surproduction. Et c'est vrai que de créer comme ça des pièces qui sont faites à la main sur ces techniques-là du crochet ou du macramé, c'est vraiment, ça implique beaucoup de lenteur, ça implique beaucoup de patience. Et du coup, je trouve que ça permet de revenir aussi à un peu l'essence d'une création, c'est-à-dire vraiment en pleine conscience. C'est marrant, d'ailleurs, on m'a envoyé il n'y a pas longtemps un texte que j'ai trouvé très beau sur le lien entre, alors ça parle de la couture, mais c'est un peu la même idée. Un peu presque cet état méditatif et d'introspection dans lequel ça nous met, qui faisait un peu le lien entre, en fait, le fait de travailler point par point, ça nous aide aussi, point après point, à être déjà sur l'instant présent. On se focus sur le point et pas sur celui d'après. C'est ça. Et ça, on sait qu'on a tous beaucoup de mal. Donc ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose dans lequel déjà je trouve beaucoup de bien-être au final. Et puis, il y avait toute une métaphore aussi qui filait sur comment on tisse finalement un peu la toile de sa vie en travaillant comme ça, point par point. Je trouvais très belle. Et oui, c'est vrai que ça met un peu dans un état méditatif qui permet de se connecter à soi. En fait, et du coup, c'est ça que j'aime, en fait, ce que je dis d'ailleurs un peu sur mon site, c'est que c'est pas juste un sac, c'est un sac dans lequel il y a une vraie intention qui a été mise. C'est pas... Et voilà, ça fait partie de la valeur finalement de l'objet. Je pense même que pour le consommateur, pour le client, tu sais, c'est quelque chose qui se ressent. Moi, je sais aujourd'hui, donc depuis quelques années, tu vois, j'ai vraiment cette démarche de faire attention à ce que j'achète. C'est pas toujours facile et ça n'a pas toujours été facile parce que j'étais une grosse consommatrice de fast fashion, etc. Mais je trouve que le rapport est différent quand tu fais la démarche d'aller acheter quelque chose qui a été fait à la main, d'un créateur, que tu connais son histoire. Tu sais, tu réfléchis plus à l'achat, c'est moins impulsif finalement et c'est plus en fait au coup de cœur. C'est genre, ok, j'adore ce qu'elle fait, j'aime bien la personne, j'adore le travail, j'adore le produit, go, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup moins justement impulsif de je rentre chez Zara et puis en fait, j'ai plein de petits sacs qui sont... et puis tu sais qu'il y a 10 meufs à la ronde dans le même sac. Et en fait, et du coup, tu sais, tu as ce produit qui perd aussi un peu de sa valeur où finalement, les gens n'achètent plus forcément en se demandant est-ce que j'en ai besoin. Comme tu disais, on est dans ce truc de masse, où tout va vite et il y a même beaucoup trop, tu vois. Et je trouve que c'est ce qui est cool avec les personnes qui créent des choses et qui mettent en fait leurs intentions. Je trouve que ça se ressent en fait. Ouais, c'est ça. Ça permet de redonner de la valeur à l'objet, mais dans son essence même, quoi, j'ai envie de dire. Mais... Quelle est ta plus grande source d'inspiration pour faire tes modèles, pour choisir tes couleurs?
Est-ce que c'est toi qui imagines déjà les couleurs et tu te dis, en fait, je veux absolument que ce sac il soit comme ça? Ou est-ce que finalement, c'est en fonction de la matière aussi que tu vas trouver? Comment ça se passe? Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup les couleurs qu'on peut trouver dans la nature. Enfin, toutes les textures, les matières et les couleurs naturelles, je trouve ça très très beau. Aussi, il y a quand même cette contrainte de trouver du fil qui soit, comment dire, à la fois un peu éthique, mais dans lequel tu peux trouver des couleurs qui soient belles, qui soient quali et en même temps qui ne coûtent pas non plus un bras. Enfin, voilà, donc il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Considération, Mais voilà, après, je vais être très sensible à un peu l'harmonie des couleurs entre elles. En fait, c'est un sujet en soi, la recherche de matière. J'en parlais avec une autre créatrice récemment, c'est que ça demande énormément de temps. Et ça, d'ailleurs, c'est clairement un temps qui me manque actuellement, où j'aimerais pouvoir me poser sur peut-être du sourcing de nouvelles matières. Parce que là, je travaille en fait quasiment qu'un seul fil depuis que j'ai commencé. D'accord. Qui est donc un fil de coton recyclé, qui vient d'une petite entreprise européenne. D'accord. Voilà, donc c'est aussi important que ça ne vienne pas de l'autre bout du globe. Voilà. Oui, Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir faire des tests justement pour peut-être de futurs modèles dans d'autres matières. Typiquement l'hiver, j'avais envie de proposer peut-être un fil qui serait plus imperméable, par exemple du fil de nylon. D'accord. Voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui se font avec de la corde d'escalade, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais travailler, mais je n'ai pas encore pris le temps de vraiment chercher, sourcer. Ça demande quand même pas mal d'énergie. Comparer, voilà. Et puis après, peut-être aussi voir, parce que je pense que ça existe, mais vraiment avec peut-être des stocks dormants de fils, enfin voilà, vraiment aller au bout de cette idée d'upcycling. Combien d'heures de travail sont nécessaires pour la réalisation d'un sac? On va dire, admettons, celui-ci que tu m'as fait. Combien de temps t'as passé dessus? Alors c'est vrai que c'est assez variable d'un modèle à l'autre. Je dirais que ça va entre 3 et 6 heures selon la taille des modèles. Mais alors typiquement celui-ci, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, comme c'est du crochet, il y a moins de préparation, il y a moins de finition. Donc voilà, maintenant, au bout d'un moment, ça devient quand même, surtout quand tu as l'habitude. Mais bon, c'est après, quand même... il y a tout, il y a tout la le détail couture de l'étiquette, la mise en place des pressions. Et puis voilà, et puis après c'est toute la partie qui rentre pas forcément dans le temps de confection du sac, mais c'est toute la partie un peu logistique, d'emballage, d'expédition, etc. qui a aussi un nom en fait non compressible, bien sûr. qui fait aussi partie du travail, du prix. Exactement. Et l'entretien des sacs d'ailleurs, comment est-ce que ça se passe? On est sur du coton, donc ça peut se nettoyer assez facilement à la main, je suppose. Ouais, alors c'est une question qui naturellement revient souvent. J'ai une petite carte d'ailleurs que je mets dans les colis, dans les commandes. Alors en fait, je déconseille quand même aux gens fortement de le passer à la machine. Parce que je veux pas que ça abîme, surtout pour la fibre. C'est ça. Et puis surtout pour le modèle en macramé. Sur ce modèle-là, on a une partie qui est... Alors déjà, il y a la partie métallique du bouton. Et puis, on a un rabat où là, il y a un peu de colle. Et donc, c'est vrai que j'ai peur qu'avec la machine, ça abîme. Ça abîme vraiment. Puis peut-être même en termes de couleur. Exactement. Et en fait, pour les teintes, donc c'est pour ça que j'ai fait tout un espèce de mini tuto de plus le laver à la main avec une lessive la plus douce possible et donc plutôt avec de l'eau pas trop chaude. Après, j'ai tendance à dire de plus en plus que si on veut pas de soucis, parce que même de le laver à la main, comme la maille elle est super épaisse, ça peut mettre 3-4 jours à sécher, puisqu'on peut pas trop le presser. On peut pas l'essorer. C'est ça, j'ai tendance à dire sinon facilitez-vous et un professionnel c'est mieux. Quoi. Et puis, donc pressing, c'est ça? Pressing, c'est pressing, ça. On se décharge en fait, de cette tâche qui risque d'abîmer, d'endommager les sacs. Et puis je pense aussi, pour les personnes potentiellement qui le laveraient à la main, peut-être même du savon de Marseille. Oui, exactement. Quand je dis les lessives douces, c'est des choses plutôt naturelles, du bicarbonate de soude, vinaigre blanc, toutes ces choses-là qu'on connaît qui sont mieux. Quelles sont tes craintes vis-à-vis de tout ce qui touche justement à l'entrepreneuriat? Tu es une jeune créatrice, même si tu crées depuis longtemps, tu as créé ta marque depuis peu de temps. Quelles sont tes craintes et surtout comment est-ce que tu fais pour les surmonter au quotidien? Mais du coup, mes peurs, là, très concrètement, aujourd'hui, je dirais que ça peut être lié à un certain endroit, peut-être à un petit syndrome de l'imposteur, du fait que j'ai pas forcément fait d'études dans la mode, que j'ai conscience des endroits où il faudrait encore que je progresse. Et en même temps, j'essaye justement de le tourner positivement en me disant, justement, vois-le plutôt comme des pistes de progression et qu'en fait,
on a tous nos atouts, enfin toutes et tous nos atouts et nos points faibles. Et l'autre, ça serait plutôt, qui est assez lié, ce serait justement à ma capacité à rendre du coup ce projet viable sur du long terme, à réussir à bien m'entourer. Ça, je pense que vraiment ce que je te disais là tout à l'heure, voilà. Ça, c'est vrai que j'en arrive à ce tournant-là. Ouais, je pense que ça c'est clé, ouais. C'est clé. Dans l'entrepreneuriat en général. Ouais, je pense que n'importe quelle personne qui réussit, ça se passe jamais seul, quoi. T'as une bonne équipe derrière, t'as des gens avec qui tu collabores, et puis avec qui ça fit bien, exactement. Quoi. Et donc là, j'en arrive vraiment à ce tournant-là où je sais que si je veux faire grossir, si je veux développer, si je veux que ce soit pérenne, il va falloir vraiment que ce soit des gens avec qui m'associer ou des gens auprès de qui déléguer, des gens avec qui bosser sur la partie créative, sur la partie visuelle. Voilà, ça devient indispensable et ça, faut que je sorte un peu de ma zone de confort pour aller vers les gens. Parce que le pire, c'est que voilà, je connais des gens, je connais du monde, mais c'est vrai qu'après, demander de l'aide, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Faire les bons moves stratégiques, un peu, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un truc avec lequel je peux avoir tendance à me mettre pas mal de pression aussi, ou être juste fixer la barre haute. Ouais. Moi, je rebondis sur ton syndrome de l'imposteur, où en réalité, c'est quelque chose que je comprends. Bien que tu n'aies pas fait d'études, tu vois, dans le milieu de la mode, etc., je trouve que tu as une vraie créativité, je trouve que tu as une passion. Et non pas pour dire que c'est plus important, mais ok, c'est chouette d'aller en école, etc., mais tu t'es toujours donné les moyens, tu as appris toute seule. Comme tu le disais, t'as la patience, tu vois, t'as la maîtrise, t'as le style, tu vois, c'est hyper créatif. Justement, ce que je disais tout à l'heure, quand t'achètes le produit, moi j'achète vraiment parce que je kiffe et que je trouve que c'est charmé. Et au même niveau qu'une nana qui va potentiellement faire une veste ou un costume, où je me dis, putain, c'est trop charmé ce qu'elle fait. Et c'est juste ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas, et voilà quoi. Donc je pense que ce syndrome-là... Ouais, il faut réussir à s'en détacher. Ouais, il faut réussir à s'en détacher. Mais trouver sa légitimité. Exactement. Mais après, ça prend du temps et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même des personnes qui ont énormément réussi, qui ressentent toujours ce syndrome de l'imposteur. Ouais, et puis peut-être surtout, j'allais dire, en tant que femme aussi dans la société, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous accompagner finalement, clairement. Ce syndrome-là. Clairement. Et donc, cette place, cette légitimité, en fait, on se demande est-ce que... et surtout après quand on se compare, quand on regarde ce que les autres font, on se dit mais est-ce que moi c'est mieux ou... Et après c'est vrai qu'il faut se souvenir, je sais plus, j'avais lu ce truc-là, mais que c'est important de se rappeler que nous on va toujours voir ce que les meilleurs font entre guillemets. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs en fait. Et qu'il y a des gens qui te regardent sans que tu le saches et qui se disent oh là là. Par contre, moi, j'aimerais bien en être ça. C'est des choses que... Mais clairement, en vrai, moi, je te jure, je rêverais. J'essaie de me rappeler. Moi, j'ai la passion de la mode. Je sais pas si j'ai le côté créatif. Tu vois, le truc de la main, tout ça. Même j'ai une machine à coudre. Bon, est-ce que je sais coudre ? Non, pas vraiment. Je sais utiliser la machine, mais je sais pas vraiment coudre. Et tu vois, je suis hyper admirative des gens qui savent faire ça. Et en plus de ça, tu vois, t'as appris à le faire toute seule. Justement, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de temps. Moi, j'ai les idées, j'ai le truc de ça me plaît pas, ça me va pas. Ça, par contre, je suis carrée, tu vois, je sais, voilà. Mais sur l'aspect créatif, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, tu vois, déjà, tu peux être fière de ça, quoi. Tu sais, tu fais des trucs que les gens ont envie d'acheter, c'est trop bien, je trouve. Et moi, voilà. Déjà, je l'aime. Et en plus, j'attends... pour passer ma prochaine commande et pour acheter le petit modèle, celui-ci, que tu n'as plus pour l'instant, qui va revenir et qui sera le prochain sur ma liste. Avant de terminer, est-ce qu'on peut faire le petit pola de l'invité ? Bah oui, avec plaisir. Allez. C'est quoi ? C'est un selfie. C'est un selfie. Toutes les deux ? C'est toutes les deux, avec le chat. Ah ouais, non. Veut, hein. Non, il est parti. Je crois que j'ai tourné les yeux, j'espère que je ne les ai pas fermés. Ouais, on est trop bien. Merci pour cette interview. Très sincère, très touchante. Je suis vraiment trop fan de ton travail, de tes sacs, de ta marque aussi. J'espère que les personnes qui vont regarder l'émission vont être heureuses d'en savoir un petit peu plus sur Dénoué. Je te fais un gros bisou, un gros câlin. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut.
cette émission vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Trop bien. Ouais, il pète des câbles. Ouais, il pète des câbles, j'achète tout. J'achète tout le monde. Et là, avec cette émission, c'est pas possible, c'est la cata. Ouais, on a choisi des gens de qualité, tu veux quoi?